dans une action pour la prévention de la dépendance de la personne âgée en collaboration avec la CPTS Tarbado. CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé. Pour vous donner une idée, c'est une association de professionnels de santé de notre territoire qui s'est engagée dans des actions de santé publique et en particulier, c'est eux qui ont mis en place et géré de façon remarquable le centre de vaccination de la Forêt Exposition. Vous en donnez une idée. Donc, en collaboration avec la CPTS, nous sommes engagés dans deux actions pour la prévention de la dépendance de la personne âgée, qui est un sujet majeur de notre société, aussi bien chacun de nous à titre individuel qu'à titre collectif. Première action, la conférence. Deuxième action, un atelier qui aura lieu le mardi 11 janvier, de prise en main de TICOP, qui est un outil dont Laurence Benoît nous dira quelques mots à la fin de la conférence. Notre conférencier, c'est Marc Labrunet, le docteur Marc Labrunet, spécialiste en rééducation et réadaptation, chercheur à l'INSERM, si je ne me trompe pas aussi. Un titre que je suis obligé de lire, coordinateur parcours prévention senior de la CPTS Tarbado. Donc, comment bien vieillir? Vous allez tout savoir. Marc Labrunet, vous avez la parole. Très bien, merci à tous. Effectivement, un honneur de vous présenter ce sujet. Alors, je vois que vous êtes quand même assez nombreux. Le sujet de la santé est assez fréquent en ce moment. Hein. Vous avez sur les écrans de télé un peu tous les soirs quasiment le reporting sur la santé. Mais ce soir, on va continuer sur un thème un peu différent du Covid, j'espère. Même si on en parlera un tout petit peu, vous verrez. Le thème est donc celui du bien vieillir. Hein. C'est un thème important et je vous donnerai un peu mon expérience. Alors, j'ai 41 ans, donc effectivement, je ne connais pas encore le grand âge. Mais je vais essayer de vous donner un peu ma lecture personnelle, pratique et scientifique aussi. On va essayer de se baser sur des faits scientifiques. Je crois que c'est important de se baser sur ça pour donner quelques vérités, quelques astuces, quelques conseils qui pourront vous servir à vous-même ainsi qu'à vos proches. Et effectivement, cette démarche s'intègre dans une dynamique plus générale sur le département, sur la ville, pour essayer de favoriser le dépistage de ce qu'on appelle la fragilité. On en parlera un peu après, dans la mesure où la fragilité est un élément qui va pouvoir conduire parfois à la dépendance. Et donc c'est important de dépister pour trouver des solutions pour éviter que la dépendance arrive, puisque évidemment, c'est le problème numéro 1, c'est ne pas devenir dépendant. Donc, moi, je travaille donc dans un service, mes collègues arrivent, je vois, quelques-unes, donc dans un service de rééducation. Donc, nous avons lancé il y a 1 an, ça fait pas très longtemps que je suis ici, donc je ne connais pas tout le monde ici, mais quand même quelques-uns, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens formidables ici, et je suis très content de vous voir ce soir. Donc, ce sujet de la dépendance et finalement de la fragilité, ici à Tarbes, finalement, on pourrait se poser la question de quelle est son importance. Alors, merci beaucoup. Donc, ce sujet est important, effectivement, mais quand je regardais un peu ce qu'on avait sur les actualités, finalement, je me suis dit, mais pourquoi, bon sang, je vais vous parler de bien vieillir, puisque vous êtes, où nous sommes, vous voyez, la 2e ville de France où on vit le mieux. Étonnant quand même. Donc c'est un article de journaliste évidemment, mais en fait quand même ça augure quand même de bons résultats. En tout cas, alors est-ce que c'est l'air qui est moins toxique, est-ce que c'est la prise en charge de soins qui est meilleure, etc. En fait, on n'est pas très mauvais ici. Donc finalement, je me suis dit mais je vais rien leur apprendre parce que vous vivez déjà très très bien, vous vivez ici déjà très très bien. Alors quand même, on va essayer d'évoquer quelques éléments et on va les évoquer selon ce plan. Alors on va essayer d'évoquer 3 points. Le premier, on va essayer de faire un point sur les bases physiologiques du vieillissement et de voir qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce que le vieillissement au fond, quelles sont les définitions, quelles sont les trajectoires du vieillissement et de voir de ce point-là comment on peut décrire finalement des trajectoires qui ne vont pas, celles qu'on peut dépister. Ensuite, nous parlerons vraiment du point intéressant de qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le vieillissement avec 2 axes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien vieillir, qu'est-ce qu'on sait des études et qu'est-ce qu'on peut faire en pratique individuelle. Parce qu'il y a une différence entre, évidemment, ce qu'on sait sur les études. Vous avez compris que les études sont des données issues de cohortes où on en sort des statistiques et on dit pour une population donnée, il vaut mieux faire ça. Mais
ce n'est pas l'échelon individuel. Et souvent, on dit à des patients, attention, moi je vous conseille ça, parce qu'on sait d'une population, mais la décision se fait au niveau individuel. Et il peut y avoir des différences, évidemment. Et enfin, on enchaînera sur des choses que vous devez connaître au niveau organisationnel localement, puisque le programme ICOP, on va le dire ICOP, voilà, pour faire moderne, est un programme de dépistage de la fragilité qu'on essaie d'implémenter sur le 65. Et finalement, c'est la question de comment s'organiser collectivement pour bien vieillir. Et ça répond à cette question. On en parlera à la fin de ce point. Alors, tout d'abord, pour commencer, quelques chiffres. Et quelques chiffres qui nous disent que le sujet est important parce que vous voyez, cette espérance de vie que l'on connaît par des études statistiques tout simples, puisqu'on sait compter le nombre de morts, celles-là elles sont extrêmement justes, c'est des statistiques descriptives qui sont très fiables. En France, on constate que l'espérance de vie n'a de cesse de monter, soit chez l'homme ou chez la femme. Vous avez à peu près 85 ans de durée de vie pour une femme et 79 ans pour un homme, en moyenne. Mais néanmoins, le sujet est important aujourd'hui parce que vous voyez, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette espérance de vie est en train de diminuer. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi? Le Covid, exactement. Le Covid, on commence à avoir une trace effective. Alors, c'est que les données de 2020. On aura celles de 2021 un peu plus tard. Mais effectivement, on voit, et c'est une grande leçon finalement, que les maladies infectieuses nous rattrapent, quelque part. Vous savez que les grandes causes de mortalité dans nos pays développés ne sont pas les maladies infectieuses. Jusqu'à présent, lesquelles? Les cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires et les maladies métaboliques. Vous avez le quatuor gagnant. Avec ça, vous avez expliqué 90% de la mortalité. Mais on se fait rattraper par les maladies infectieuses qui, je vous le rappelle, simplement, dans les pays du tiers-monde, sont quand même les causes de mortalité principales. Le paludisme, notamment, sont des choses qui sont très impactantes sur la mortalité. Là, nous, on se fait rattraper un peu finalement par l'antériorité, puisqu'il n'y a pas si longtemps, c'était le cas encore pour nous, il y a un siècle, même pas, on mourait beaucoup de maladies infectieuses. Donc vous voyez, le Covid, je ne pouvais pas ne pas en parler, vous voyez, il apparaît quand même dans l'actualité. Le deuxième point, c'est certes la durée de vie, mais plus important encore, finalement, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Je crois qu'on est tous d'accord, vieillir c'est bien, mais vieillir en bonne santé, c'est mieux. Donc quand on regarde des chiffres encore, on retrouve 4 à 5 ans de vie à peu près avec incapacité. C'est-à-dire que passé 65 ans, vous avez à peu près pour une femme 12 ans d'espérance de vie, d'accord, sans incapacité, et 10 ans pour les hommes. C'est-à-dire qu'on va avoir ce chiffre de 4 à 5 ans avec des incapacités qui vont impacter votre quotidien. Alors évidemment, ça c'est des questionnaires. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de statistiques toutes faites. On pose des questions à des gens, allô, au téléphone. Est-ce que vous avez des problèmes de santé, depuis quand, etc. Est-ce que ça gêne votre quotidien? Donc il y a une petite quand même, un petit doute sur les données, mais enfin, c'est à chaque fois la même méthodologie. Et on constate quand même que ces incapacités, cette durée de vie sans incapacité a tendance à se prolonger, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est la résultante des progrès de la médecine évidemment, comme pour l'espérance de vie. Mais retenez ce chiffre de 4 à 5 ans de vie avec incapacité. Et donc vraiment l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette durée évidemment, pour la réduire au maximum et évidemment avoir un maximum de vie sans incapacité. Le troisième point qu'il faut avoir en tête et qui souligne finalement l'intérêt de ce sujet, c'est qu'on a petit à petit une inversion de la pyramide des âges. Et là, je vous ai représenté là aussi sur les chiffres de l'INSEE, vous connaissez ce graphique de 0 jusqu'à 95 et plus ans, finalement, comment se répartissent les Français. Et vous voyez, ici, dans les années 75, et petit à petit, 99 et 2019. Et si on prenait les années futures, on constaterait que finalement, d'une poire, on pourrait trouver que c'est une poire, ça va être une pomme, vous voyez. On va avoir un changement de la pyramide des âges. Ce qui fait qu'on va avoir un boom finalement des gens qui vont avoir plus de 65 ans. Donc il est capital finalement de les prendre en charge et de les prendre en charge pour qu'ils vieillissent le mieux possible. Donc vous voyez, un chiffre simple, une personne sur 5 a plus de 65 ans actuellement. Donc voilà ce sujet, il est vraiment pertinent et je crois qu'on va essayer d'avancer ensemble sur ce qu'est la définition du vieillissement. Alors c'est un sujet difficile, définir le vieillissement, c'est pas simple. On pourrait tout à fait définir, c'est pour ça que j'ai mis des définitions du vieillissement au final.
là, une définition qui pourrait être populationnelle. C'est-à-dire qu'on peut trouver des critères biologiques et des critères sociétaux du vieillissement. On peut décrire ça par des chiffres, par des statistiques. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord sur ces chiffres. En tout cas, ils sont officiels. On a à peu près des âges clés qui définissent un vieillissement normal, un vieillissement un peu pathologique. On en parlera un peu après. Mais pour autant, il y a cette notion de définition individuelle. Et je crois qu'ici, je ne sais pas combien on est, peut-être une centaine, je crois qu'on n'a pas tous la même définition de vieillissement. On aurait au moins 100 définitions de c'est quoi vieillir, c'est quoi bien vieillir. On est d'accord ? Tout ça, finalement, c'est la traduction de quoi ? Des représentations que l'on a, d'accord, qui sont elles-mêmes issues de votre éducation. Voilà, vous avez connu vos parents vieillir, vous avez vu quelle était leur durée de vie, vous faites finalement une auto-réflexivité autour de ça. Et donc, finalement, c'est vous qui définissez votre propre stratégie de vieillissement. Cette définition, elle est individuelle. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle finalement les représentations. On est beaucoup en santé sur ce domaine-là des représentations individuelles. Et parfois des fausses croyances, d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des fausses croyances sur le vieillissement, c'est clair. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'en évoquer quelques-unes, d'ailleurs. Et au final, la discipline qui s'apparente le plus à cette définition individuelle, je crois que c'est la philosophie. Il faut relire finalement les philosophes sur ces domaines du vieillissement. Je ne suis pas un spécialiste de philosophie, mais je crois que c'est le terme qui me vient le plus, c'est philosopher sur ça. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire pour bien vieillir finalement de manière individuelle au final. Alors nous les médecins plutôt, il y en a quelques-uns dans la salle, j'en ai croisé quelques-uns, nous on est en permanence dans cet équilibre entre des définitions populationnelles et des définitions individuelles. Et nous, on essaie de faire un peu l'équilibre des choses pour proposer les meilleures stratégies au final. Ce que l'on sait de mieux sur les stratégies populationnelles pour l'adapter au mieux sur la stratégie individuelle. Vous avez compris. Alors, la question qui est adossée à ça, c'est finalement pourquoi nous vieillissons. Alors, je ne peux pas vous donner la recette magique, personne ne la connaît. Mais c'est un mélange finalement entre ce qu'on sait de l'inné et de l'acquis. Alors si on regarde ce qu'on connaît de l'inné, c'est la génétique. Et la génétique nous apprend beaucoup de choses. Alors évidemment, on fait rappel à nos parents, évidemment, ça c'est dans votre définition individuelle. Vous dites, je suis l'enfant de mes parents, donc je vais vieillir comme eux. Bon, pas toujours, mais quand même une bonne partie. C'est vrai qu'il y a de la ressemblance. Ce qu'on sait du code génétique, vous connaissez les 4 lettres, elles sont évidemment reproduites dans toutes vos cellules, et il s'avère qu'au cours du temps, vous allez accumuler des mutations génétiques qui vont pouvoir être délétères pour vos cellules. Ça, c'est un mécanisme qui a été prouvé depuis longue date, ce qui fait que quand vous répliquez vos cellules, quand elles se divisent, quand elles se répliquent en permanence dans votre corps, en fait, il peut y avoir des mutations génétiques qui vont aboutir à un vieillissement cellulaire. La qualité de la cellule sera un peu moins bonne. Alors, plus récemment, il y a des travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle les horloges épigénétiques. Alors ça, c'est intéressant parce que l'ADN, vous savez, s'enroule sur lui-même dans des protéines qui s'appellent des histones. C'est une sorte de grosses protéines. Et ils s'enroulent en fait de manière différente au cours du temps dans votre vie. Et on a découvert ces histoires de horloge épigénétique, c'est-à-dire que à chaque âge, à chaque décade quasiment, vous avez un changement de votre conformation de l'ADN qui explique pourquoi en fait vous vieillissez. Alors vous voyez derrière l'idée de ces chercheurs, c'est qu'on va peut-être pouvoir modifier la conformation de cet ADN qui lui n'a pas changé. C'est-à-dire c'est la même pelote, simplement qu'elle est enroulée différemment. Et il y a des stratégies, il y en a un notamment, celui-là, qui a écrit un livre, qui est un chercheur assez connu, David Sinclair il s'appelle, et qui se propose en fait d'avoir des stratégies de rejuvénation, on appelle ça en anglais, c'est-à-dire de rajeunir en modulant cette pelote. Vous voyez, donc ça va très loin, et c'est quelqu'un qui dit oui, on va y arriver. Alors ils y arrivent sur des souris, ils y arrivent sur des animaux évidemment, pas encore sur l'homme, malheureusement. Alors à côté de tout ce qu'on sait sur l'inné, eh évidemment il y a l'acquis, et c'est principalement l'environnement qui pose problème. L'environnement est une des raisons pour lesquelles vous vieillissez. Et c'est une des théories qui a fait l'objet de travaux dans les années 50. Et donc c'est tout ce qu'on connaît des radicaux libres, qu'on essaie l'oxydation, un peu intolérant à l'oxygène finalement. Les protéines vont s'oxyder, s'abîmer, et en permanence vous avez des mécanismes de réparation, mais parfois ces mécanismes peuvent être atténués. Donc vous voyez, le vieillissement c'est la résultante de tout ça. Et au final, parfois ça va s'exprimer sous forme de maladie. Et la frontière entre maladie et vieillissement est finalement assez ténue. Hop.
Alors si on regarde les mécanismes du vieillissement, on peut finalement mettre la caméra sur 3 niveaux. Alors le premier niveau, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de nos cellules. Le deuxième niveau, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de nos organes. Et au final, comment tout ça est mis en musique, c'est l'organisme, c'est la physiologie. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Alors si on regarde au niveau des cellules, on a une idée finalement des grands mécanismes qui expliquent ou qui témoignent du vieillissement. Et quand on regarde vos cellules, entre des cellules jeunes et des cellules vieilles, vous avez plusieurs phénomènes qui s'ajoutent. Alors, l'un des plus connus, c'est celui-là, les télomères. Je ne sais pas si vous connaissez ces zones des chromosomes, hein, c'est le bout des chromosomes, qui, à chaque fois que vous prenez des années, vont se raccourcir. C'est les bouts des chromosomes. On constate que ces chromosomes se raccourcissent au fur et à mesure du temps. Il y a des organismes, d'ailleurs, en biologie, protés notamment, qui sont assez exceptionnels parce qu'ils ne vieillissent pas, ou très très lentement, et ils ont des télomères qui sont extrêmement bien conservés au cours du temps. On l'explique comme ça. Donc, chez l'homme, en tout cas, on constate une attrition, enfin une diminution de ces télomères. Alors on a d'autres éléments qui se rajoutent. Alors l'instabilité de l'ADN, on en a parlé. On a aussi des cellules qui communiquent mal les unes les autres. On constate ça. On a enfin aussi plutôt des cellules souches qui vont finir par s'épuiser. Vous savez qu'on a un stock dans l'organisme pour chacun des organes de cellules souches. Et ces cellules souches vont permettre de régénérer les cellules de vos organes. Et en fait, au bout d'un certain temps, ces cellules souches vont être moins capables de régénérer ces cellules. On a également un phénomène de sénescence cellulaire, c'est-à-dire que vos cellules vieillissantes vont être des cellules qui vont se modifier, elles vont être un petit peu plus grosses, elles vont changer de forme. On va avoir également une perturbation de la fonction mitochondriale. Vous connaissez les mitochondries? Les mitochondries, c'est les usines à carburant, enfin les usines à énergie de votre organisme. Elles produisent de l'énergie, de l'ATP en permanence. Et en fait, on constate que les mitochondries, qui sont à la base d'ailleurs, c'est intéressant, ce sont des bactéries que les cellules humaines ont intégrées et qui ont fini par faire des cellules eucaryotes. Et donc en fait, les mitochondries sont rien d'autre que des bactéries à la base. Et en fait, ces mitochondries, elles finissent par dysfonctionner. Et enfin, on a également des phénomènes qui sont un peu liés, qui sont une perturbation de la protéostasie, c'est-à-dire la capacité que vous avez à réguler vos protéines. De l'ADN sont produits des protéines, et ces protéines sont normalement dégradées au bout d'un certain temps. Et en fait, on se constate qu'en vieillissant, on est moins capable d'éliminer ces mauvaises protéines, et donc on a des accumulations comme ça, ce qui donne le lien avec les maladies neurodégénératives notamment. C'est un des mécanismes de l'apparition de ces maladies. Et enfin, également, des modifications épigénétiques, on en parlait tout à l'heure, l'ADN qui se recombine différemment. Voilà un peu tout ce qu'on peut constater, finalement, dans les cellules qui vieillissent. Simplement, on ne sait pas quel est le mécanisme principal. Vous voyez, on voit un ensemble de perturbations. Alors, dans les organes, finalement, il se passe la résultante, l'addition des cellules, ça donne des organes, et effectivement, les organes vont dysfonctionner. Alors là, c'est un peu plus simple à analyser, on est capable de regarder, par exemple, un cœur. Vous voyez, un cœur qui va vieillir, c'est un cœur qui va s'hypertrophier, les vaisseaux vont se rigidifier, on est capable de mesurer ces phénomènes-là, c'est un peu plus simple que de mesurer sur les cellules. Bref, tous les organes vieillissent, la peau, les poumons, les os, les yeux, les oreilles, etc. Tous ces organes vont vieillir au cours du temps. Donc le vieillissement est assez divers. Et finalement, ce qui était marrant dans ce petit papier, c'est qu'on pouvait donner un âge à ces organes, vous voyez, comme si on vieillissait différemment finalement selon les organes. C'est un peu biaisé, on va dire. Alors, quelles sont les conséquences maintenant physiologiques, c'est-à-dire dans votre fonctionnement au quotidien? Mais vous savez tous que vous avez effectivement en vieillissant possibilité d'avoir une diminution de vos capacités aérobies, vous êtes moins capable d'avoir une activité physique, moins capable d'avoir une capacité fonctionnelle cognitive performante. Il peut y avoir des troubles vésico-sphinctériens, des troubles métaboliques, des troubles hématologiques, enfin bref, tout ça constitue ce qu'on sait du vieillissement qui arrive malheureusement de manière inéluctable. Alors quand on regarde maintenant finalement pour essayer de faire une synthèse de tout ça et comment on peut en tirer quelques enseignements, ben finalement on va se tourner vers ce qu'on appelle la classification internationale du fonctionnement. Alors ça c'est une mise en forme qui est issue de l'OMS à la base, l'Organisation mondiale de la santé, et qui a fait suite à ce qu'on connaissait la classification internationale des maladies, pour les médecins, ils ont utilisé ça, le CIM-10 notamment, c'est la dernière version, vous connaissez ça par cœur. Mais en fait c'est un peu pareil, sauf que ça va parler de manière plus générale, pas que de la maladie, mais du fonctionnement général d'une personne.
Donc finalement, la description générale que l'on peut faire de quelqu'un, qu'il vieillisse ou qu'il soit malade, va se faire sur la base de ce qu'on appelle des déficiences. Les déficiences sont en fait l'atteinte des organes ou l'atteinte du fonctionnement des organes qui vont caractériser un sujet. Par exemple, je vous ai pris l'exemple d'une insuffisance cardiaque. C'est quoi une insuffisance cardiaque? C'est tout simplement un cœur qui va moins pomper et donc moins irriguer vos organes, et vos organes vont souffrir par ce biais-là. Vous voyez, c'est assez simple. Finalement, une maladie, c'est une association de déficiences, et c'est ce qu'on appelle la sémiologie dans la médecine, et qui caractérise finalement un phénotype, une maladie que vous connaissez. Mais finalement, un vieillissement, c'est un peu pareil. C'est une altération qui n'est pas vraiment une maladie, mais qui est une évolution, une dysfonction en fait de vos organes. Ces déficiences, la médecine les connaît très bien, décrit des maladies. La question, c'est est-ce que ça s'arrête là? Non, en fait, puisqu'on va un petit peu plus loin et on va essayer de décrire les conséquences de ces déficiences sur des gens qui vont être au quotidien. Et les conséquences, ce sont ce qu'on appelle les limitations d'activité. Donc c'est par exemple ce qu'on appelle l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Alors se laver, déjà se réveiller. Et si vous vous réveillez, ça veut dire que vous avez programmé votre réveil, ça veut dire que vous avez fait une super opération la veille pour vous dire je vais me lever à 7 heures, alors oui, je dois mettre mon réveil à quelle heure, vous voyez, vous avez fait un calcul mental, etc., etc. L'autonomie, c'est la résultante d'un fonctionnement très complexe en fait. Et enfin, les restrictions de participation, la participation étant entendue sur le plan social, c'est-à-dire quel est le rôle social d'un individu dans un environnement donné, à quoi il sert, familial, professionnel, loisir, etc. À côté de ces trois éléments qui constituent le squelette finalement de la description de quelqu'un, on a deux autres éléments, les éléments qui concernent l'environnement, on en parlait, et d'autre côté, un peu plus difficile à comprendre, ce qu'on appelle les facteurs personnels. Les facteurs personnels finalement, c'est qu'est-ce que pense la personne de son état de santé, de ce qu'elle doit faire, etc. C'est la vision finalement introspective si vous voulez. Tout ça fonctionne finalement en interaction. Et vous voyez qu'un environnement peut donner finalement une maladie et en même temps limiter l'activité de quelqu'un. C'est l'exemple de quelqu'un qui ne peut pas marcher. Si vous mettez des escaliers dans sa pièce qui ne peut pas les pratiquer, il restera en bas, il ne pourra pas, il sera évidemment une activité limitée. Vous comprenez. Donc l'environnement est en permanence, comme les facteurs personnels, parce que c'est aussi important finalement de ce qu'il pense de lui-même, un élément qui va moduler finalement la résultante au niveau de ces éléments. D'accord, si bien que vous pouvez avoir une même maladie ou une même déficience ou un même ensemble de déficiences et pas forcément la même restriction de participation à la fin. Tout ça va dépendre finalement de ces deux phénomènes que sont l'environnement et les facteurs personnels. Alors en médecine, on est capable de réparer une lésion. C'est la chirurgie, c'est les médicaments, ce sont la radiothérapie par exemple, etc., etc. Mais malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on va parfois pas être capable de réparer complètement. Et on a effectivement des déficiences qui vont persister, ce qu'on appelle finalement un handicap, quelque chose qui va rester, et on va être obligé de faire avec. Et la question, c'est comment vivre au mieux avec. Au final, le vieillissement, c'est pas tout à fait une maladie, vous avez compris, mais ça s'apparente finalement, parce qu'on a un ensemble de troubles, une diminution des capacités, qui fait qu'on est obligé de faire avec, quelque part. Ok ? Donc voilà, cette classification internationale du fonctionnement, elle est fondamentale parce qu'elle explique comment on peut classer nos patients et comment on peut les examiner et leur trouver des solutions. Alors, dans les prises en charge que l'on peut faire, il y a tout ce qui est le non médicamenteux. D'accord ? Vous connaissez bien le médicament. Moi, je suis très sur le non médicament aussi. Donc, finalement, où ça se situe ? La rééducation, typiquement, ce que je fais au quotidien, ça se situe en haut. C'est compenser des déficiences. Remuscler, par exemple. Retrouver un équilibre. Vous voyez, tous ces éléments-là sont au niveau des déficiences. Et quand vous avez des actions autour de l'éducation thérapeutique, qui est un domaine assez réalisé en santé, vous voyez, ça va agir beaucoup sur les facteurs personnels. C'est qu'est-ce que pense le patient de son état de santé, et donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, il y a tous les domaines de réadaptation. Ce sont tout ce qu'on va pouvoir faire autour de l'environnement de quelqu'un. Et il est très important d'utiliser toutes les ressources qu'on peut avoir sur l'environnement pour pas que ce soit la personne qui s'adapte à son environnement, mais l'inverse, que l'environnement s'adapte à la personne. Donc vous voyez, on peut résumer par cette diapositive finalement toutes les actions de la médecine et ne pas les limiter qu'en haut, au niveau des déficiences. Ça serait une erreur de le faire.
Alors, si on regarde maintenant le vieillissement, et finalement, qu'est-ce qu'on peut en dire en termes de capacité? Alors, on a en médecine, on tient compte en tout cas, de l'âge de quelqu'un. Évidemment, on le fait en permanence. Il y a plein d'exemples. Un des exemples, par exemple, la fonction rénale. On est familier de ça en tant que médecin, mais même, je pense que vous avez tous fait une prise de sang. Vous regarderez, la fonction rénale est fonction de l'âge. Donc, on tient compte de l'âge de quelqu'un. Si on regarde les capacités de marche, mais là aussi, vous voyez, on va tenir compte de l'âge. Vous voyez, la capacité d'un test qui est assez connu en santé, c'est le test de marche sur 6 minutes. Alors, ce n'est pas innocent si je vous le montre, parce que c'est extrêmement simple à réaliser. Vous trouvez un terrain de 400 mètres, par exemple, et vous faites un tour. Généralement, nous, on utilise des couloirs de 30 mètres pour le faire, mais ça permet de tester ses capacités. Et quand vous regardez les normes, alors ici, vous avez la norme, vous regardez que finalement, elle va décliner au cours de l'âge, surtout à partir de 50 ans, vous avez un déclin des capacités de marche. Vous voyez, un test qui permet, là aussi, de se situer. Et évidemment, si vous êtes en dessous de la norme, en dessous de 95% de la norme, là, vous avez un test qui est pathologique. D'accord ? Ça peut vous motiver, du coup, à vous dire « Ah, tiens, il faut que j'améliore mes performances. » Ça, c'est un test assez simple. Alors, on pourrait jouer, si vous voulez, puisqu'en plus, vous avez des copies. Donc, on va se prendre 2 minutes et on va tester sa fluence verbale, tiens. Alors maintenant, on va prendre 2 minutes, je vais chronométrer, et vous allez essayer de me trouver le plus de noms de fruits dans votre tête. Vous comptez dans votre main, d'accord? On y va? Et qui a développé un test comme ça, et c'est intéressant de regarder. Alors quand vous regardez les scores, alors vous avez vos catégories d'âge là, vous voyez? Alors le nombre de fruits, c'est en bas. Alors là, c'est pour les femmes sans pathologie, et en haut pour les hommes. Regardez votre catégorie, ici en fonction de votre âge. Donc 50, 65, 70, 85. Alors vous voyez, pour les fruits, vous auriez dû trouver à peu près entre 15 et 16 fruits, noms de fruits. Alors j'espère que vous êtes à peu près dans les scores. Donc, vous voyez, ça c'est un test. C'est un test qui fait partie de batteries neuropsychologiques. Quand on veut tester la cognition de quelqu'un, on va être amené à faire une série de tests. Et là encore, on va avoir des normes qui vont dépendre de l'âge. D'accord ? Donc l'âge est un critère très important en santé. On tient compte de celui-là et aussi au niveau évidemment, du niveau d'études, évidemment. On n'a pas tout à fait les mêmes scores selon son niveau d'études. Donc, vous voyez un petit test qui est intéressant. Finalement, la fluence verbale, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Alors les gériatres ont exprimé le concept que je vous disais tout à l'heure sur les déficiences, incapacités, restrictions de participation par un concept un petit peu plus positif de capacité intrinsèque. C'est la même chose en fait, sauf que c'est vu de manière plus positive entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que sont les capacités globales, biopsychosociales d'un sujet, et ces capacités intrinsèques finalement vont être créées tout au long de la vie de quelqu'un, de la jeunesse, c'est son apprentissage, l'activité physique qu'il va faire quand il est jeune, etc., les études qu'il va pouvoir faire. Et il va constituer comme ça un socle de capacités intrinsèques. Et ces capacités intrinsèques vont être vues dans son environnement. Et c'est l'interaction entre les deux qui va déterminer ce qu'on appelle les aptitudes fonctionnelles. Voilà, ça c'est le concept que vous entendrez souvent quand on parle de vieillissement, ce sont les capacités intrinsèques. Et les trajectoires finalement de ces capacités intrinsèques, elles ne vont pas être les mêmes selon les gens. Et on a ici 3 types de trajectoires au cours du temps. Vous voyez, c'est l'âge et là les capacités intrinsèques des sujets. Vous voyez, en bleu, cas idéal, les capacités intrinsèques durent longtemps et puis au dernier hiver de la vie, on va dire, hop, elles déclinent tout d'un coup et puis le sujet décède. C'est la mort un peu brutale finalement, idéale on va dire. Et puis vous avez d'autres formes de trajectoires, des trajectoires avec un peu casse-gueule là, où vous avez finalement en plein milieu de la vie là, hop, un accident de santé. Et voilà, vous prenez finalement une baisse de vos performances. Et vous remontez la pente, pas tout à fait, jusqu'à diminuer plus progressivement, jusqu'à un phénomène beaucoup plus rapide, vous voyez, de trajectoire complètement rapide, délétère, et qui souvent s'accompagne de dépendance. Vous voyez, ces trajectoires elles sont assez bien décrites, et elles font le lien avec ce qu'on appelle la fragilité. Alors la fragilité, c'est un concept gériatrique qui n'est pas si vieux, en fait, qui correspond finalement à un passage de quelqu'un qui est autonome jusqu'à une situation de dépendance dans la vie quotidienne.
Cette fragilité, elle se caractérise par plusieurs éléments. C'est un vieillissement, finalement, des fonctions musculaires, du statut nutritionnel, des fonctions cognitives, de l'équilibre, des fonctions sensorielles, l'audition, la vision, qui est plus rapide que les autres. Et on constate, finalement, chez ces gens, un risque de chute augmenté, un risque d'infection augmenté, un risque de troubles cognitifs, de dépression. Tout ça altère la qualité de vie et on sait très bien que ces gens-là ont une tendance à augmenter leur risque d'hospitalisation et le risque de mourir. Donc ça, la fragilité, on pourrait aussi finalement le décrire de manière imagée par ce schéma. C'est aussi une mauvaise adaptation à un stress donné. Et pour nous, la fragilité, c'est important de la détecter, notamment quand il s'agit de faire une intervention, par exemple, une intervention chirurgicale. On sait très bien que les gens qui sont fragiles, vous voyez, ils sont ici, ils vont moins encaisser un stress qu'on leur impose, comme une intervention chirurgicale. Alors que les gens qu'on dit robustes, eux, ils vont avoir une petite perturbation, ils vont revenir à leur état antérieur. En fait, le sujet fragile, lui, il a cette vulnérabilité à une moindre tolérance au stress. Alors cette fragilité, je pense que vous avez compris un peu ce dont je parlais, finalement, ce n'est pas une maladie en soi. Donc vous voyez, les déficiences ici, ce n'est pas non plus une perte d'autonomie, c'est un syndrome particulier, c'est un phénotype particulier. Alors évidemment, si vous êtes fragile, vous avez parfois des maladies et vous avez parfois un peu de perte d'autonomie, évidemment. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui est fragile sans avoir tout ça. Ça existe aussi. Les gens qui ont décrit ces éléments de fragilité sont deux personnes. Les gens les célèbres là-dessus sont deux Américains. La première, c'est une dame qui s'appelle Freud, qui a décrit, en fait, sur une cohorte en fait, de prévention cardiovasculaire, qui a décrit finalement 5 grands paramètres qui caractérisent quelqu'un qui est fragile. Elle a décrit d'une part quelqu'un qui perdait son poids de manière involontaire, avec un chiffre qui est celui-ci, 4 kg à peu près en un an, qui a une faiblesse musculaire. Alors nous, on l'estime avec une force tout simplement de la poignée, vous voyez, le hand grip, d'accord ? On fait serrer les mains et on mesure la force que ça produit. Donc moins de 20% de la norme, parce qu'on connaît les normes de la force. Un épuisement de la personne, c'est quelqu'un qui vous dit « je suis fatigué, vraiment je n'arrive plus à faire les choses ». Quelqu'un qui marche lentement, le chiffre est celui-là, 0,8 mètres secondes. Et enfin, quelqu'un qui réduit ses activités physiques. Quand vous avez 1 à 2 critères, vous êtes considéré comme très fragile, et à partir de 3 et plus, vous êtes considéré comme fragile. Donc, vous voyez, la définition de la fragilité, elle est partie de là, en fait. Et ce score de Freud est utilisé régulièrement quand on décrit quelqu'un de fragile. Jusqu'à quelqu'un qui s'appelle Rockwood, qui lui a décrit une fragilité un peu plus globale, c'est-à-dire qu'il va ajouter là-dessus des critères sociaux, des critères psychologiques à la fragilité physique, qui est plus physique, comme vous l'avez compris, sur la description de Freud. En vrai, ces deux personnes ont complété une définition de la fragilité, si bien que maintenant, il est assez clair d'être capable de détecter ces personnes fragiles. Le plus souvent, on le fait d'ailleurs en situation de pathologie. Quand on découvre une pathologie, qu'on veut la traiter, il est très important de détecter si la personne est fragile ou pas. Alors voilà un peu pour les concepts de vieillissement, de fragilité, robustesse, vous avez compris un peu où on allait. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs, on fera à la fin peut-être un petit débriefing. Vous pouvez m'interrompre. Finalement, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour bien vieillir. C'était pourquoi vous étiez venu. Alors j'espère vous donner quelques conseils. Alors clairement, vous voyez, on se situe là, c'est-à-dire que l'environnement va, comme les facteurs génétiques et comme finalement vos comportements, entraîner un vieillissement et potentiellement, évidemment, une susceptibilité à des maladies. Et il est clair qu'on peut remonter la pente, c'est-à-dire par une amélioration de vos comportements de santé, on peut inverser un petit peu la tendance. Alors, pour présenter finalement les bons comportements, entre guillemets, je vous ai ici repris ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Vous connaissez ça ? Voilà. Un psychologue qui s'appelle Maslow, qui a décrit ça dans les années 40, et c'est très très vieux, et qui a dit les besoins sont décrits de cette manière, et on ne peut pas passer aux besoins du dessus de la pyramide là, sans avoir réglé le précédent. Et il a décrit comme ça
5 grandes catégories. Des besoins physiologiques, aux besoins sécuritaires, aux besoins d'appartenance, c'est-à-dire au groupe, appartenance au groupe, vous avez compris, à l'estime de soi, d'accord, et enfin l'autoréalisation, c'est-à-dire l'accomplissement, l'épanouissement personnel. Et au final, pour bien vieillir, je crois qu'il faut satisfaire ces besoins. C'est très important. Et les premiers sont les plus importants. C'est-à-dire que les premiers correspondent à, j'ai résumé ça en bien bouger, bien manger, bien dormir, dépister ces maladies au plus tôt, parce qu'on peut les traiter, maîtriser les facteurs de risque des maladies, on en parlera après, et enfin, je rajoute un dernier, c'est l'environnement. Très important d'anticiper les choses. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, évidemment, mais il est très important d'avoir un environnement favorable quand on peut le maîtriser. Parce que bien souvent, nous, on voit des gens qui sont malades, qui malheureusement n'ont pas anticipé les choses, et là, c'est compliqué. Alors, je veux parler de l'accessibilité en premier, mais pas que, l'isolement social, etc. Bon, tout ça, ce sont des choses qu'il faut avoir anticipées quand on veut bien vieillir. Je crois que cette stratégie est importante. Alors, on va essayer d'insister sur les 3 premiers, mais il ne faut pas oublier les 3 derniers. Parce que je crois qu'il est important de se sentir en appartenance à un groupe. Ici, on est là pour en parler, c'est très important. Donc, c'est favoriser les interactions sociales, c'est fondamental pour bien vieillir. Un exemple, on sait très bien qu'il y a eu des vieillissements accélérés sur le confinement, vous le savez, des gens qui ont perdu pied parce qu'ils ne voyaient plus personne. Donc on voit bien que c'est important, l'interaction des autres est importante. Se rendre utile. Quand on vieillit, il est important de garder un rôle. Vieillir, c'est avoir un rôle dans la société, voilà, quel qu'il soit, mais il faut avoir cette stratégie de trouver quelque chose à faire, de se rendre utile. C'est très important pour l'épanouissement. Et enfin, accomplir ses projets. Je suis très souvent surpris par des gens qui me disent « moi, je vois qu'à 1 mois, je ne suis pas capable de vous dire dans 6 mois ce que je ferai ». Mais je pense que ça, c'est quelque chose il faut lutter contre ça. Il faut rien s'interdire et trouver toujours des idées pour avancer et pas tourner en rond. La santé, c'est bien, mais la santé, ça sert à avoir des projets, d'accord, à vivre. Donc, on va essayer de voir, parce qu'on n'a pas non plus 10 000 ans, de parler vraiment des 3 premiers, qui sont les 3 éléments fondamentaux. D'ailleurs, quand vous regardez les philosophes, je suis amusé à regarder Descartes, tout simplement, qui a écrit, dans un des traités qu'il a écrit, totalement ces 3 points, bien manger, bien bouger, bien dormir. C'est exactement ce qu'il a écrit il y a quelques années maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de bien bouger ? Alors, bien bouger, il y a 2 axes principaux. Alors, l'activité physique, tout simplement, c'est tout mouvement corporel engendré par des contractions musculaires, entraînant une dépense énergétique qui est plus importante que celle de repos. D'accord ? Là, vous êtes au repos, vous êtes assis, c'est plus que ça. Voilà. Donc, ça peut être très, très variable. On décrit un deuxième point qui s'appelle la sédentarité, et littéralement, ça veut dire le temps passé assis, en fait. Ou allongé, d'ailleurs. Et c'est ces 2 phénomènes qui vont être pris en compte pour déterminer ce qu'est le bien bouger. Donc, si bien que vous avez un tableau à double entrée et avec donc 4 catégories. Idéalement, vous êtes actif, c'est-à-dire vous faites de l'activité physique et vous n'êtes pas assis, souvent. Jusqu'au plus sévère, vous êtes inactif et vous êtes tout le temps assis. D'accord ? On décrit ces 2 grands phénotypes et des situations intermédiaires qui sont, vous voyez ici, sur les deux autres catégories. Alors évidemment, le temps passé assis, ça c'est une notion qui est assez nouvelle. Alors c'est issu de travaux, beaucoup de médecine du travail, assez étonnamment. On s'est rendu compte qu'il y a certaines professions qui étaient plus exposées que d'autres à de risques de santé. Donc tout le travail posté assis est, on le sait, à risque augmenté, même si vous faites de l'activité physique par ailleurs. Vous voyez ? Si vous faites votre activité de marche, etc. Je vous ai mis quelques exemples, vous voyez, d'inactivité physique, enfin de sédentarité que l'on peut avoir au quotidien. Alors quand on regarde les recommandations, ça c'est les recommandations de l'OMS qui ne sont pas très vieilles, qui datent de 2020. Vous voyez, les 6 paramètres sont les suivants. On a donc comme message clé, l'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit, facile. Toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. Donc dès que vous commencez à bouger, ça vous fait du bien, en gros. Toute activité physique compte, c'est très important. Le prototype de celui qui fait que de la marche, que du vélo, non. C'est toute activité physique est prise en compte, comme le jardinage par exemple, la danse, etc.
Le renforcement musculaire est bénéfique pour tous. Ça, c'est quelque chose qui est très souvent oublié. Je pense que vous avez une notion qu'il faut faire de la musculation. Je ne pense pas. Enfin, peut-être pas trop souvent. Malheureusement, c'est un peu le parent pauvre de l'activité physique. La sédentarité excessive, c'est-à-dire le fait d'être assis, peut être nocive. Et enfin, tout le monde a intérêt à être plus actif et moins sédentaire, même ceux qui ont des pathologies, évidemment. Alors, quand on regarde des chiffres de recommandation, alors c'est un peu, désolé, c'est un peu difficile à lire, mais je vais vous les décrire. Globalement, ce qui apparaît, c'est que l'activité d'endurance, c'est-à-dire la marche, par exemple, le vélo, ce que vous voulez, doit représenter par semaine 150 à 300 minutes par semaine. Vous voyez les résultats quand même, 2h30. Hein. Et si possible, répartis dans la semaine, le mieux réparti, pas tout d'un bloc. Ou un équivalent d'activité plus intense, donc ça c'est l'activité modérée, d'intensité modérée, et évidemment la moitié pour l'activité d'intensité plus élevée. Donc, vous voyez, les chiffres sont assez bêtes et assez importants à prendre en compte. À côté de ça, de l'endurance, ne pas oublier tout ce qui est le travail de l'équilibre, 2 fois par semaine, ici, et le travail de renforcement musculaire, 2 fois par semaine. Voilà les recommandations en termes d'activité physique. Et après, il faut éviter de rester assis. Voilà, les discours sont assez simples. C'est ce qui est écrit dans la recommandation OMS. Elles n'ont pas trop changé depuis bien 20 ans. On a tendance quand même à augmenter le temps d'activité physique au cours des recommandations. Donc vous voyez, le 150 minutes, c'est le minimum. Hein, retenez ça pour l'intensité modérée, on est d'accord. Si on résume ça par une nouvelle pyramide, décidément, finalement, cette pyramide elle concerne les intensités. Vous voyez, en bas, c'est peu intense, et en haut, c'est le plus intense comme activité physique. On a 3 niveaux d'intensité, léger, modéré et intense, très intense. Finalement, la sédentarité, c'est le léger, c'est bouger au quotidien. Si on retient un chiffre, il faut que vous soyez assis moins de 7 heures par jour. 7 heures par jour. On y est vite. Hein. Si vous regardez la télé, les écrans, etc. Il est très important et le chiffre idéal, c'est 3 heures. Le chiffre optimum. Ouais, c'est ça. Quand vous regardez les activités maintenant un peu plus intenses, dont on parlait tout à l'heure, les modérés, on retrouve l'endurance, vous voyez, au moins 150 minutes par semaine, l'équilibre, le renforcement musculaire et éventuellement quelques étirements. Vous allez me dire, c'est un planning de ministre. Je suis obligé de bouger tout le temps. Alors, je crois que le cœur du truc, c'est l'endurance, l'équilibre et le renforcement. Ça, c'est vraiment important. Alors, l'équilibre peut être mis à défaut si vous avez des très bonnes performances et que globalement, vous avez des activités d'endurance qui sollicitent beaucoup l'équilibre. Je crois que dès que vous avez une difficulté d'équilibre, il faut vraiment le travailler. Alors, un équilibre, ça se teste très simplement sur un équilibre unipodal. Si votre équilibre unipodal est moins de 5 secondes, au bout de 5 secondes, hop, je suis obligé de relâcher, ou je n'y arrive pas du tout, voyez, là, il faut le travailler. Quelqu'un qui a un bon équilibre unipodal de plus de 10 secondes, de 5 à 10 secondes, on va dire, qui est normal, l'équilibre n'est pas fondamental à rajouter, il vaut mieux rajouter, vous voyez, de l'endurance. Donc au final, vous voyez, tout ce que je vous dis là, c'est qu'on va individualiser les besoins d'activité physique en fonction, de vos capacités physiques, d'où l'intérêt de les tester, vous comprenez, de voir où sont les difficultés. 2, de vos comorbidités, parce que vous avez peut-être des pathologies chroniques, et donc il est important de savoir où on se situe. On a parlé d'insuffisance cardiaque tout à l'heure, on aurait pu parler, je sais pas moi, d'hypertension, de diabète, etc. Tout ça va moduler un peu l'activité physique. Et enfin, surtout, je retiendrai le plaisir. Il n'y a pas de comportement adapté si vous n'avez pas de plaisir à faire les choses. Okay ? Parce que si vous n'éprouvez pas de plaisir, vous arrêterez très très rapidement, je vous garantis. Alors, qu'est-ce qu'il en est des sports intenses, enfin l'activité physique intense? Est-ce qu'elle est exclue en vieillissant? La réponse est non. Et c'est même presque mieux. D'accord ? Dans les papiers qu'on voit, il y a des phénotypes qui sont plutôt intéressants là-dessus. Simplement, ça demande un avis médical. Je crois que c'est important, quand vous voulez faire vraiment un sport ou une activité intense, ça peut être de la montagne par exemple, faite à un rythme un peu soutenu, il ne faut pas hésiter à demander un avis médical. Je dirais que vous avez besoin d'un avis médical dès que vous avez un signe fonctionnel à l'effort. C'est-à-dire dès que vous sentez que ça ne marche pas comme d'habitude, il ne faut pas hésiter à faire appel à un médecin pour faire un bilan d'aptitude physique. D'accord ?
Donc voilà les recommandations au-delà de 65 ans. Vous voyez, des choses qui sont quand même assez bien connues et qu'il faut vous rappeler aussi aujourd'hui. Concernant le bien manger, alors ça va aller un peu plus vite. Le bien manger pourrait se résumer à ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, c'est encore une pyramide, désolé, soirée des pyramides. Vous voyez, vous avez décrit ici les choses que vous devez manger le plus souvent jusqu'aux choses que vous devez manger le moins souvent. Il n'y a rien d'exceptionnel. Néanmoins, ce régime méditerranéen, c'est le régime qui a montré le plus d'efficacité en termes de prévention. Alors, tous ici, vous avez une idée de ce qu'il faut manger, et là encore, une conception, une représentation du bien manger. C'est très personnel, ça. Mais ça, quand même, c'est ce qui marche le mieux en science. D'accord ? Alors, vous allez m'évoquer des régimes particuliers. Je suis sûr que vous allez m'évoquer le régime hypocalorique, le régime cétone, le régime... vous voyez, tous ces régimes qu'on entend. Aucun n'ont des éléments de preuve sur la durée de vie. D'accord ? Ce sont issus, notamment la restriction calorique, le jeûne notamment, de travaux sur les animaux. Et effectivement, ça marche très bien. Vous avez des expérimentations sur les souris notamment, et vous arrivez à prolonger la vie quand vous faites de la restriction calorique. C'est assez fabuleux. Mais simplement, ça ne marche pas chez l'homme. Voilà. Donc, oubliez la restriction calorique. Il ne faut pas avoir d'excès, clairement, mais il ne faut pas non plus réduire trop sa consommation énergétique. D'accord ? Les besoins nutritionnels d'un homme sont ceux qui sont là et ils doivent être respectés. Ils doivent être néanmoins modifiés selon ce que vous faites. Quelqu'un qui fait une activité physique régulière, qui fait 1 heure d'activité physique tous les jours, n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui en fait 10 minutes. On est d'accord ? Il n'aura pas les mêmes besoins selon les comorbidités. On a des maladies qui peuvent impacter sur un régime alimentaire. L'insuffisance cardiaque, par exemple, vous n'avez pas besoin de sel, il ne faut pas de sel. Le diabète, vous allez faire attention à certains nutriments, okay ? Le sucre notamment. Bref, jusqu'à des carences spécifiques. Il y a des gens qui développent des carences alimentaires et donc il faut savoir les supplémenter. Mais je dirais qu'il n'y a rien de global et de généralisable à tout le monde, d'accord ? Donc toutes les supplémentations vitaminiques, aucune n'ont fait la preuve de leur efficacité de manière populationnelle, sauf une peut-être, je retiendrai, laquelle ? La vitamine D, exactement. Voilà. Et donc la recommandation est de supplémenter en vitamine D. C'est la seule, au final, qui reste vraie de manière populationnelle. Alors je vous ai quand même mis ici un papier qui a été fait sur Bordeaux, qui est intéressant, sur le régime alimentaire. Ils ont testé l'effet du régime crétois, le régime méditerranéen, sur le fait que ça puisse réduire le risque de fragilité, qui était le sujet de notre soirée. Mais en fait, ça marche. Puisque dans cette étude, le fait d'être évidemment très compliant avec un régime méditerranéen, ça donne un risque de réduction, une réduction de 68% de survenue de la fragilité au bout de 2 ans. Donc c'est pas rien, c'est des gens qui avaient quand même un contexte, je vais vous le montrer, je crois que je l'ai mis. Voilà les caractéristiques de ces gens qui ont été inclus. Vous voyez, c'était des gens qui avaient en gros 80 ans, 80 à peu près, et qui avaient des maladies. Vous voyez, ils avaient des maladies cardiovasculaires, ils avaient des diabètes, de l'hypertension. Voilà, c'est des gens qui ressemblent à une population générale qu'on a ici. Quand ils font un régime méditerranéen, ils ont 68% de risque en moins d'être fragiles dans les 2 ans. C'est intéressant. Donc n'allez pas chercher bien loin en termes de régime. Alors ça, c'est l'étude qui doit être connue de vous, qui est une étude espagnole, qui est l'étude Predimed, qui est la plus grosse étude sur le régime méditerranéen qui a été faite en prévention primaire et qui montrait une réduction de la mortalité cardiovasculaire quand même. Donc les gens mouraient moins de maladies cardiovasculaires quand ils respectaient un régime alimentaire méditerranéen. Alors là, pour l'occurrence, ils recevaient une fiole en fait d'huile d'olive par l'étude toutes les semaines et d'autres dans le bras, ils avaient des noix qui leur étaient livrées toutes les semaines et en fait ça marche. Et dans les autres cas, c'est juste des conseils. Le groupe contrôle, c'est des conseils simples. Preuve d'efficacité, ça a fait un New England Journal of Medicine quand même. C'est pas un petit papier. Voilà. Encore une fois, régime méditerranéen, retenez que ça. Le troisième élément, c'est le bon sommeil. Alors je vais passer rapidement, mais vous savez quand même que les pathologies du sommeil sont très fréquentes et sont à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Il y a une connexion avec les maladies chroniques et le sommeil. Et les conseils simples qu'on peut donner pour bien vieillir, c'est des conseils liés au sommeil. Garder sa chambre à une température modérée, éviter l'alcool le soir,
la caféine, éviter l'hydratation le soir aussi. Très souvent, les gens boivent à 20h, ils avalent 1 litre d'eau. Non, parce qu'ils vont se lever pour pisser, c'est logique. Faire la sieste au maximum 30 minutes, pas faire des siestes de 2 heures. Arrêter les écrans 1 heure avant d'aller au lit, très important. Rester au lit uniquement pour dormir, non. Enfin, oui, plutôt. C'est l'inverse. C'est juste que c'est pas que dormir, c'est ça que je sous-entendais. Sortir du lit et occupez-vous si vous n'aurez pas à dormir. Sortez du lit si vous ne dormez pas. C'est important de s'occuper et sortez du lit. Et enfin, bien manger, bien bouger. Voilà. Je range le débat sur le bien dormir. Vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, il y a d'autres choses qui sont à la mode. Il y en a une notamment, c'est l'entraînement cognitif. Vous avez peut-être entendu parler de ça? Oui? Non? En France, un peu. On a des applications maintenant qui fleurissent. Alors, vous pouvez regarder sur la Dépêche, le site de la Dépêche, il y a des jeux gratuits en ligne, c'est super, ça ressemble à ça. Sauf que maintenant, on a des applications qui sont un peu plus spécifiques, qui vous font des tests neuropsychologiques, comme je l'ai fait tout à l'heure avec l'affluence verbale, et qui vont vous proposer des jeux adaptés en fait en fonction de ce que vous avez comme problème. Donc vous voyez, ça va très loin. Alors les Canadiens ou les Nord-Américains sont très friands de ça, vous verrez. Alors ces exercices cognitifs, ils ne sont pas forcément numérisés, ça peut être aussi des jeux tout simplement que vous faites entre vous, et c'est le plus simple qui est le mieux. Surtout qu'il y a des interactions sociales, c'est intéressant. Alors ça a été montré comme efficace dans pas mal d'études, décidément. Et donc globalement, quand on prend des résumés d'études, on a chez les seniors, sur des capacités cognitives globales, normales, l'entraînement cognitif améliore les performances dans le domaine travaillé. Mais par contre, il n'y a pas de preuve d'efficacité sur le risque de démence. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. On n'a pas encore ces éléments de preuve sur ces entraînements cognitifs, alors qu'ils fleurissent évidemment dans le commerce. Et on va vous dire, joue à tel truc, etc. Voilà, on n'a pas l'élément de preuve. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que quand vous combinez avec l'exercice physique, là, vous avez quelque chose qui a tendance à s'améliorer. Si bien que on pense que l'exercice physique va faciliter finalement la réactivation des synapses et l'activité cognitive va les faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en situation favorable par votre activité physique, et quand vous jouez, quand vous avez des activités intellectuelles, hop, vous faites les synapses, vous les refaites, on va dire, et du coup vous consolidez la mémoire à long terme. Donc là c'est intéressant, c'est des travaux qui sont très récents, vous voyez, 2021, c'est des collègues canadiens qui font ça, et en fait vous avez pas mal d'éléments de preuve autour de ça, si bien que maintenant les programmes de prévention seniors associent l'entraînement cognitif à l'activité physique. Je ne peux pas parler de bien vieillir sans la gestion du stress. Et là aussi, je sais qu'il y a du yoga, je crois, ou du tai chi, je ne sais plus, sur l'université du temps libre, il y a des cours de tout ça. Bref, tout ce qui est relaxation, vous voyez, une dynamique vers le repos, etc. Est-ce que ça permet de prolonger la vie? C'est pas sûr, on ne sait pas. Il n'y a pas d'éléments de preuve. Par contre, je pense que ça permet de mieux vieillir clairement. Et on commence à avoir des éléments autour de critères secondaires qui sont, par exemple, les hormones du stress. On sait que ça réduit l'hormone du stress. Et comme on sait que le stress facilite le vieillissement, on peut s'attendre à ce que ça améliore le vieillissement. Mais par contre, on n'a pas d'éléments de preuve là-dessus scientifiques sur la durée de vie. Vous voyez, on n'a pas une étude qui dit faites de la méditation pleine conscience, ça va améliorer votre durée de vie. Ça, c'est pas vrai. Alors voilà les éléments de preuve de tout ce qu'on peut dire sur les conseils simples qu'on peut donner de manière populationnelle. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Parce que c'est bien joli tout ça, mais comment je fais dès demain? Alors l'individu, finalement, il réagit comme ça. Quelle est sa perception de santé? Alors ça, c'est des modèles psychologiques qui sont issus de travaux assez anciens, 1950, Lewin et Bandura plus récemment, qui est la conception finalement de la santé et comment on conçoit sa santé personnelle. C'est un mélange d'une perception individuelle qui est fonction de deux éléments, la perception du risque de maladie, d'accord? Est-ce que je suis vulnérable? Et deuxième chose, est-ce que cette maladie est grave finalement? Cette conjonction des deux s'associe à des variables d'ajustement qui vont être en fonction de votre éducation, de votre âge, de votre niveau socio-économique, de votre soutien social, des expériences précédentes, des représentations, on en parlait, de votre personnalité. Et tout ça, finalement, va faire une addition de tout ça, va faire la perception de menace de votre maladie. Est-ce que mes comportements actuels me rendent vulnérable à la survenue d'une maladie? Et en fonction de ça,
il y a les actions. Qu'est-ce que je vais pouvoir modifier de ma vie? Est-ce que je garde mes comportements actuels ou est-ce que je vais induire des changements dans ma vie? Et tout ça, en fait, est parfois associé à des inducteurs de changement. Alors, il y en a, ils sont extraordinaires, les inducteurs de changement. Vous avez tous des exemples, j'imagine. Quelqu'un qui va vous faire une remarque, qui va dire « Ah, je te trouve un peu fatigué ». Et là, vous allez vous dire « Ah, il y a un problème, il m'a dit ça, il faut que je réagisse ». Vous voyez, ça peut être très très variable. Les inducteurs de changement sont très personnels, on n'a pas tous les mêmes. Parfois, c'est un médecin qui va vous engueuler. On a quelques exemples comme ça. Arrête de fumer, parce que sinon tu vas y passer. Voilà, mais ça, d'un coup, ça a provoqué le changement. Alors que ça faisait 20 ans qu'il fumait, il n'avait jamais décidé d'arrêter. Bref, tout ça va produire une action et vous allez toujours faire dans votre tête la somme entre les perceptions des bénéfices à changer par rapport aux contraintes à changer. Et évidemment, tout ça détermine la probabilité de changer. Vous voyez, ce schéma de perception de la santé, c'est celui qui fonctionne dans votre tête et qui va régir vos comportements au quotidien. Alors quand on a vu ça, ok, très bien, c'est très théorique, on a quelque chose qui est beaucoup plus pratique, qui est le modèle de changement en réalité. C'est-à-dire, quelles sont les étapes du changement? Tout ça est issu de travaux sur les addictions au tabac notamment. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient conscients de leurs problèmes de santé ou pas du tout, ce qu'on appelle les pré-contemplatifs. Les contemplatifs qui sont une deuxième étape du changement, on comprend un peu. Ceux qui vont être préactifs, c'est-à-dire qui vont être capables d'imaginer un changement. Ceux qui vont être actifs, c'est-à-dire qui ont décidé d'arrêter de fumer par exemple. Et ceux qui vont reprendre la cigarette, malheureusement, ils rechutent. Et évidemment, vous avez des gens qui sont dans le maintien de comportement. Ce changement, cette cinétique du changement, elle est valable pour tous vos comportements, quels qu'ils soient. Des addictions, jusqu'à bien manger, jusqu'à bouger, jusqu'à prendre vos médicaments, par exemple, jusqu'à finalement aller consulter pour dépister des maladies. Tout ça, ce sont des éléments qui fonctionnent toujours de la même manière. Alors on va essayer de voir pour chacun des éléments un peu finalement quels sont les prototypes de phénotypes de ces gens-là, à quoi ils correspondent. La personne qui est en stade pré-contemplatif pour un comportement donné, globalement, elle n'adhère pas à l'information. Pour nous, c'est quelqu'un qu'on voit qui n'est pas prêt à changer du tout. Le tabagisme, non, pas du tout. Vous croyez vraiment que ça fait du mal? Non, pas du tout. Non, regardez, moi j'ai mon collègue, il a fumé pendant 40 ans, il n'a jamais rien eu. Donc, non, je pense que vous vous trompez, docteur, il n'y a pas de problème. Non, le tabagisme, c'est pas un problème. On en voit des gens comme ça, réellement. Ils sont dans le déni, ils n'ont pas de conscience de leur comportement. Donc nous, on est vraiment sur des stratégies d'informer, tout simplement. On n'est pas là pour dire il faut arrêter. Il faut juste dire quels sont les problèmes liés à ce comportement. Ce qu'on appelle, on fait naître l'ambivalence, c'est-à-dire peut-être quelque part dans la tête, un petit problème avec ça. Voilà. Et on pense qu'on a gagné quand on fait naître le doute. C'est là où c'est intéressant et où l'étape d'après peut arriver, ce qu'on appelle le stade contemplatif. Là, vous avez quelqu'un qui a compris que son comportement n'allait pas. Par exemple, il ne fait pas d'activité physique, vous voyez, ça fait 20 ans, et il a pris du poids, je sais pas, il est essoufflé, et il se dit, alors là, quand même, il faudrait quand même que je fasse quelque chose, voilà, parce que ça ne peut pas durer. Donc il prend conscience de son problème, il a une ambivalence, vous voyez, il n'est pas décidé, hein, il est un peu entre deux. Voilà. On a très souvent des gens dans cette situation, en fait, le plus souvent d'ailleurs. Alors là, pour le coup, nous, on va être plutôt dans la réflexion, on expérimente les arguments en faveur du changement, etc. Et on va travailler ce qu'on appelle la balance décisionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je le fais, qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas. Très intéressant de développer ces stratégies en fait, de développement de comportement. Quelqu'un qui est préactif, c'est quelqu'un qui a décidé de changer. Il, par exemple, va se mettre à faire de l'exercice. Et là, évidemment, l'action est envisageable. C'est-à-dire qu'on a enfin quelqu'un qui va vouloir planifier quelque chose. Alors pour planifier, ceux qui connaissent ce terme, il faut fixer des objectifs. Fixer des objectifs, on le fait par la méthodologie qu'on appelle SMART. Vous connaissez cette méthodologie, certains? SMART, c'est tout simplement le sigle pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En fait, c'est ces acronymes qui vont vous permettre d'être sûr que l'objectif est bien fixé. Et c'est très important de ne pas se tromper d'objectif. Donc les stades préactifs, nous, on va les aider à planifier le changement, à se fixer des objectifs qui sont réalistes pour eux, évidemment. Par exemple, je vais faire de l'exercice 2 fois par semaine, dans tel endroit, à l'UTL, avec mon super coach activité physique. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Jusqu'à quelqu'un qui va être actif. Lui, il fait, il pratique.
Mais nous, quand on les voit, ces gens-là, eh bien évidemment, on va essayer de soutenir le changement. On va essayer qu'ils puissent s'auto-évaluer. Quel est le problème de ces gens-là? C'est qu'ils peuvent rechuter, évidemment. C'est-à-dire qu'ils peuvent abandonner. Et c'est assez fréquent. Vous savez, à peu près les chiffres, quand on met en place une activité physique, on sait qu'au bout d'un an, combien ont abandonné, d'après vous? La moitié, à peu près la moitié. C'est comme ça. Donc, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est anticiper les rechutes, évidemment. Et pour anticiper les rechutes, eh bien, il va falloir challenger ce projet. C'est-à-dire que l'activité physique, pour donner un exemple, ça ne doit pas être toujours la même chose. Vous voyez, il faut savoir avoir plusieurs cordes à son arc. C'est très important de pouvoir dynamiser un projet et de ne pas toujours faire la même chose. Sinon, on se lasse. C'est comme tout. Alors, comment se motiver finalement au long cours? Alors, je vais donner quelques astuces. La première, je crois, c'est trouver la motivation chez les autres. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour aller faire de l'exercice, ça vous fait quand même un peu mal au cœur de lui dire non à la dernière minute. Vous voyez? Donc c'est ce que j'appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est chez les autres. Et vous l'utilisez pour vous. C'est une astuce, vous utilisez les autres pour vous, c'est sympa. Ensuite, il y a un autre élément, ce sont les outils technologiques. Et ça me fera une remarque sur le numérique. Je relis vers là. Les outils technologiques en santé, ils sont de plus en plus développés. C'est ce qu'on appelle le quantified self, le fait de mesurer finalement ce qu'on fait. Et là, vous avez beaucoup d'exemples en activité physique, par exemple, sur tout ce qui est accéléromètre, vous savez, les montres, les téléphones qu'on a dans la poche. Tout ça, en fait, on sait que ça vous produit en fait un retour sur l'expérience et ça va vous motiver. On peut très facilement mesurer des distances, une quantité de pas, même une fréquence cardiaque à l'effort. Tout ça est accessible maintenant. C'est très facile. Vous pouvez même le montrer à vos médecins. Et à ce moment-là, vous êtes plutôt dans un système de surveillance accompagné. Vous voyez, toutes ces technologies sont à votre disposition et en termes de motivation, elles peuvent vous aider. C'est largement démontré. Simplement, il faut être capable de les utiliser. Et c'est pour ça que je vous fais la remarque. Je sais qu'en vieillissant, en fait, il y a la question du numérique. Je crois que c'est important d'aborder cette question et de très tôt faire un état des lieux sur vos capacités à utiliser un outil numérique. Et ce n'est pas une mince affaire, cette histoire. Alors, il y a des possibilités de formation, ça existe autour de vous, et je crois qu'il faut un minimum être conscient de ça. Tout se fait par numérique maintenant, vous le savez. Donc, il faut être capable d'envoyer un mail, il faut être capable de faire une visioconférence, des choses comme ça qui sont quand même normalement assez simples, mais il faut être formé et montrer les choses. Je crois que c'est important pour la suite. Mais c'est aussi se fixer des défis. Je vous ai montré un exemple ici. Alors on va jouer à chercher, c'est pas chercher Charlie, mais vous connaissez ce truc, vous avez fait ça à vos petits-enfants, je pense. Mais je suis par là. Alors en fait, je suis exactement ici. Donc on avait fait ça en 2012, vous voyez. Ces gens-là, en fait, la moitié d'entre eux étaient hémiplégiques. Ils marchaient avec une canne et ils sortaient d'un AVC, la plupart. Et en fait, on avait fait un événement qui était le refuge Ruhl, je ne sais pas si vous connaissez, en Ariège, bon bref. On avait fait une rando quand même, qui faisait à peu près 600 mètres de dénivelé. Ça montait quand même. Et le concept a été de dire non, vous êtes capable de monter en montagne, d'aller en montagne, de refaire une randonnée malgré votre handicap. Et je vous assure que les 4 mois qui ont précédé l'événement, les gens ils se sont motivés à faire de l'exercice. Parce qu'ils avaient cet objectif-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous fixez un objectif concret, un projet finalement, on revient à la question du projet, va mettre du sens à tout ce que vous faites. Et je crois que ça, c'est important de ne pas vous mettre de limites, de vous dire non, je suis capable peut-être de faire ça, de vous mettre un peu la barre, vous challenger, comme vous l'avez fait quand vous travaillez, tout simplement. Votre activité professionnelle, c'était ça en permanence. C'était du challenge, d'accord, pour la plupart. C'est de vous mettre des nouveaux objectifs chaque année et de dire je vais y arriver. Vous voyez ? En vieillissant, je crois que c'est pareil. Il ne faut pas arrêter de se mettre des objectifs, évidemment réalistes, vous avez compris. Je ne vous demande pas de monter l'Everest. Mais je vous assure que cette expérience était intéressante parce que même un public vraiment avec du handicap sérieux, parce que c'était pas la nuyote, ils étaient vraiment limités, ils sont arrivés à faire ça et ils avaient une joie extraordinaire à faire ça. Alors la rechute, évidemment, c'est tous les éléments problématiques, ça arrive, on a dit 1 fois sur 2 à peu près, on dédramatise, c'est pas grave, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint un objectif que c'est une catastrophe. On identifie surtout les raisons. Par exemple, c'est pas parce que vous avez arrêté votre programme d'activité physique que c'est une catastrophe. Simplement, il faut comprendre pourquoi. Et donc d'analyser vos expériences pour pas retomber là-dessus. Voilà un peu la stratégie individuelle. Je crois que c'est important à retenir parce que finalement, c'est bien les beaux discours de il faut faire ci, ça, 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 ok. Mais comment je fais en pratique?
tout ça, c'est une question de comportement, et à vous d'être expert de votre propre corps finalement, de votre propre psyché, pour mettre en place vos objectifs. Alors maintenant, pour finir, quelles sont les actions à mener en Occitanie? Alors en Occitanie, nous avons la chance d'avoir un maître, finalement, on peut le dire, qui est le professeur Vélas, ici, que vous voyez ici, qui est un Toulousain et qui est finalement un des maîtres en gériatrie, puisqu'il a été président de la Société internationale de gériatrie, et qui a contribué à développer le Gérontopole à Toulouse, et qui a inspiré ce programme ICOP dont on va parler maintenant. Ce programme ICOP, en fait, le but, c'est de développer des soins intégrés, personnalisés pour la personne âgée. Et le but, en fait, c'est d'éviter qu'il y ait une stratégie comme celle-ci, vous voyez, en bleu, mais qu'elle remonte vers la stratégie en vert, c'est-à-dire en termes de capacité intrinsèque, qu'elle se réduise le moins possible au cours du temps et qu'on évite la dépendance. Alors, ce programme ICOP, en fait, il s'est fait au niveau de l'OMS, encore une fois, avec plusieurs pays, il ne faut pas croire que c'est que la France, et il repose sur une description très précise de comment on prend en charge les gens qui vieillissent. Alors, si on remet ça dans le contexte, finalement, la démarche médicale classique était connue d'identifier les maladies. On attend que les maladies arrivent, en fait. Vous voyez, c'est la stratégie classique en médecine, on attend que ça arrive. La stratégie curative, voilà. On va vers une stratégie de plus en plus préventive. Et cette stratégie préventive, elle va être celle qu'on va développer sur ICOP. Et ICOP intègre les pathologies, l'environnement, les soins du patient et le self-management qu'on appelle, qui est à la mode maintenant. Donc je vais vous montrer par ces quelques diapos un peu ce qu'on entend par ICOP. Alors ICOP, ça propose de tester en fait de manière simple pour les individus 6 grandes fonctions. La première, la mobilité. La deuxième, donc les capacités physiques, la vue, l'audition, la cognition et le psyché, évidemment, qu'on va tester par ces tests-là. Alors, ces 6 fonctions majeures, voilà, humeur, mobilité, nutrition, vue, audition et mémoire, vont du coup permettre de développer le repérage, puisqu'on teste le repérage du déclin des capacités intrinsèques, de proposer du coup une évaluation personnalisée de la santé des personnes âgées et enfin de proposer des solutions, évidemment. Il ne suffit pas de repérer, il faut encore proposer. Donc ICOP, en fait, c'est développé par plusieurs pays, vous voyez, au niveau de l'OMS, et tout ça peut se résumer par différents niveaux, différentes marches, des steps. Alors le step 1, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est le step qui consiste à mesurer les 6 grands domaines avec des tests très très simples. Vous voyez, apprentissage de mots pour les troubles cognitifs et voir si on arrive à les rappeler au bout d'un certain temps. La mobilité, qui est tout simplement un test de levée de chaise de 5 fois, le plus vite possible. Un score de nutrition, qui est tout simplement le fait d'avoir perdu ou pas du poids, perdu l'appétit. Le trouble visuel et les troubles auditifs, on les comprend. Tout simplement, est-ce qu'on a du mal à voir de près ou de loin? Est-ce qu'on a des troubles auditifs? C'est tout simplement, est-ce qu'on entend le chuchotement? Est-ce qu'on est capable d'entendre ça? Et enfin, est-ce qu'on déprime? Si vous avez une des questions répondu oui à l'un des 6 thèmes, à ce moment-là, vous êtes sur le step 2. Le step 2 étant une évaluation un peu plus complexe de votre état de santé, qui est médicalisé le plus souvent. Votre médecin traitant, voire une infirmière de proximité, et qui permet du coup de développer des actions de dépistage beaucoup plus prononcées et voire de trouver des maladies qui sont à traiter. Donc ce step 1, il est développé depuis peu, enfin ça fait un petit moment maintenant, et bon, quelques exemples, vous voyez le test de levée de chaise, vous voyez, les bras en croix, une chaise et on se lève, le plus vite possible, 5 fois d'affilée. Vous voyez, on doit mettre moins de 14 secondes pour réussir le test. Vous voyez, 14 secondes. L'audition, c'est un test de chuchotement, on se met derrière la personne, est-ce qu'on entend le chuchotement, les mots prononcés? Très simple. Alors, à qui on le propose? Donc ces dépistages ICOP sont proposés très tôt finalement dans le vieillissement et vont être proposés de manière itérative au cours du temps. En général, 2 fois par an, c'est bien de le faire, on dit tous les 4 mois, mais bon, on peut le faire un peu plus souvent. C'est toute personne qui peut le faire de manière individuelle. Parce qu'on va le voir, il y a une application qui permet de le faire.
relié au numérique. À partir de 60 ans, éventuellement par vos professionnels de santé, c'est-à-dire infirmières, médecins, et le plus souvent le plus proche de vous, c'est-à-dire en soins primaires. Et tout ça peut s'appuyer sur une application qui a été créée. Donc les futurs développements qu'il y aura avec l'UTL, c'est aussi d'être familier sur l'application qui existe. Le step 2, évidemment, c'est s'il y a une anomalie sur l'un des phénomènes, l'une des évaluations que l'on a pu voir. Et ce step 2 va aboutir à une prise en charge adaptée derrière. Donc vous voyez, le step 2, c'est ça, sauf que on va explorer les mêmes 6 dimensions, mais on va aller un petit peu plus loin en termes de tests. Ça peut aller jusqu'à faire un MMS, c'est un test neuropsychologique un peu plus approfondi que les 3 mots. Ça peut être faire ce qu'on appelle un SPPB, c'est un test physique un peu plus complexe que juste le lever de chaise. Mesurer par un questionnaire, encore une fois, ce qu'on appelle le MNA, le Mini Nutritional Assessment, c'est une échelle aussi un peu plus complexe. La vision, vous connaissez, hein, c'est les lettres au loin ou de près, hein, vous connaissez ce truc-là. L'audiogramme, hein, qu'on peut être amené à faire, et enfin des échelles permettant de tester votre morale. Tout ça va permettre de savoir est-ce qu'il y a une pathologie d'organe au final, une faiblesse, et du coup on va aussi avoir une idée de votre environnement. Hein, on en parlait tout à l'heure, l'orge en travers, où est-ce que vous vivez, qui est-ce que vous avez autour de vous, et nous on va pouvoir comme ça vous aider à optimiser la suite. Tout ça ne s'arrête pas au step 2, puisque évidemment nous aurons le step 3, c'est les prises en charge, le step 4, c'est le suivi, et après on a aussi une idée autour d'un retour finalement aux collectivités sur, au niveau d'un territoire, comment sont catégorisés les gens et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre au niveau populationnel pour faciliter évidemment l'intégration des personnes qui vieillissent. Donc cette stratégie finalement ICOP se base sur, je vous l'ai dit, une application qui existe, qui est gratuite, vous voyez, qui fait ni plus ni moins que le test que j'ai vu papier, que j'ai montré papier. Sauf que là, vous répondez, tout ça est envoyé dans une plateforme sécurisée, est analysé par des infirmières de surveillance et peuvent faire un retour comme ça sur la personne qui se teste de manière seule finalement et vous orienter vers un step 2 si elle voit une anomalie. Voyez, donc c'est vraiment intéressant, il y a quelque chose qui s'est développé récemment. Le but de ça évidemment c'est prévenir la dépendance, je ne reviens pas là-dessus, et faire en sorte qu'il y ait le moins de dépendants possible. Donc pour finir cette présentation, je dirais que le vieillissement, finalement, vous avez compris que c'était inéluctable. Tout le monde vieillit. Dès le premier mois de la naissance jusqu'à la fin de la vie, on vieillit, c'est comme ça. C'est pas que négatif. Il y a des aspects positifs au vieillissement. Il ne faut pas le voir de manière que négative. Mais par contre, la dépendance, ça, on peut l'éviter. Clairement, c'est pas inéluctable. Ça peut arriver. C'est pas une fin en soi, mais on peut vraiment la prévenir. C'est pas impossible. Dépister tôt pour mieux prévenir. J'insiste sur ça. Vous avez compris, les maladies, trop souvent, on les a de manière trop tardive et malheureusement, on a des fois pas de solution. Alors, rassurez-vous, les progrès de la médecine font que de plus en plus on trouve de solutions. C'est assez incroyable d'ailleurs. Je connais bien le domaine cardiovasculaire. L'insuffisance cardiaque, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, c'est complètement changé en termes de pronostic. Je ne vous rendez pas compte. Le cancer, c'est pareil. Vous avez des stratégies de prise en charge de cancer qui sont incroyablement performantes à l'heure actuelle qu'on n'avait pas il y a encore 5 ans. Ça progresse, heureusement. Mais retenez que plus tôt vous dépistez, plus vous êtes efficace sur éventuellement guérir d'ailleurs. Parce qu'on peut guérir d'un cancer si on le prend tôt, suffisamment tôt, c'est tout à fait utile. Donc les bons comportements, retenez qu'ils doivent être multiples. Ce n'est pas une seule chose, d'accord ? Ce n'est pas que l'activité physique, c'est un ensemble de choses. Et ils doivent se combiner, évidemment. Retenez qu'ils doivent être, évidemment, basés sur une stratégie individuelle. D'accord ? Chacun a fait ses choix, finalement, comme il le sent. Mais les soignants sont là pour vous aider. D'accord ? Tous les soignants que vous avez autour de vous, ils doivent vous accompagner dans vos stratégies de changement. Voilà, je finirai avec un exemple, vous verrez. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je trouvais ça que c'est intéressant. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, mais à 97 ans quand même, il a joué contre Nadal, qu'ils étaient finalement dans le même club, soi-disant. Donc vous voyez, hein, rien n'est impossible. Voilà, merci à vous.
Donc, je laisse la parole à Laurence de l'UTL qui va nous présenter les actions autour justement de la prévention de la fragilité. Donc, vous avez entendu parler de ce programme AECOP et de la première étape, le stade 1. Et on s'est dit qu'à l'UTL, en partenariat avec l'Université du Temps Libre, nous allions pouvoir vous proposer une aide pour mieux comprendre cet outil, pour au moins être dans l'étape numéro 1, qui va être l'auto-évaluation. Donc, on vous propose un atelier où on reparlera un peu plus longuement de cette application numérique, qui peut être soit téléchargée sur son PC, soit sur son téléphone portable. On aura comme objectif de pouvoir se familiariser à cet usage, de se faciliter, d'enlever la crainte, tout simplement, d'y aller. Et le souhait, c'est de s'inscrire dans cette démarche d'auto-évaluation pour dépister d'éventuelles fragilités potentielles. Pour qui? Alors bien sûr, les adhérents de l'UTL, mais pas que. Leurs familles, leurs amis, les connaissances. On veut profiter de ce temps pour élargir à un maximum de personnes. On vous fera une présentation, une explication du programme, et puis on vous proposera une aide et une application pratique pour pouvoir le réaliser, soit seul chez vous ensuite, soit sur le moment de l'atelier. Et là, nos amis de la CPTS vont nous aider largement. Donc en pratique, on vous propose de vous retrouver le mardi 11 janvier, de 14h à 16h. Ça se passera à l'espace Bellevue à Séméac. Donc pour les auditeurs, vous connaissez déjà. Pour les personnes qui ne sont pas lesquelles qui connaissent moins, ça se situe au niveau du rond-point de la piscine, au niveau de Séméac. Voilà, c'est un hôtel-restaurant où on a eu l'opportunité d'avoir des salles de conférences qui nous ont bien aidés quand on avait des jauges aiguës pour pouvoir faire les cours. Voilà tout simplement.